On va débuter la dernière partie de ce webinaire qui se découpe elle-même en deux présentations. Donc, sur cet axe de travail possible, qui est de recueillir les besoins et attentes de l'usager. Donc, encore une fois, partie thématique qu'on peut travailler dans le projet des usagers. Et pour commencer, nous souhaitions vous détailler une ressource simple mais puissante pour initier ou renforcer le partenariat de la personne, qui est le programme Qu'est-ce qui est important pour vous? La recherche d'un partenariat en santé est en plein essor du fait qu'il est de plus en plus reconnu que l'implication des personnes dans leurs soins améliore les résultats sur leur santé. Le partenariat en santé réside sur le principe de confiance mutuelle, de communication sincère et libre, et du respect des valeurs et des préférences des personnes et d'une considération attentive du contexte unique de chaque individu. On voit encore ici d'ailleurs un lien fort avec la notion de bientraitance par ce levier de personnalisation des soins. Les usagers qui comprennent leurs maladies et leurs options de traitement sont plus enclins à respecter leur plan de soins et quand ils se sentent entendus et valorisés, leur expérience générale sur leur prise en charge est améliorée. Donc, le concept qu'est-ce qui est important pour vous est apparu pour la première fois sous cette dénomination dans un article scientifique en 2012. Il a été repris lors d'un congrès organisé en 2014 par la directrice de l'Institute for Healthcare Improvement à Paris, qui a mis en avant l'importance de considérer le patient comme une personne globale avec ses valeurs, ses attentes, ses souhaits, ses besoins, et de s'intéresser à la personne au-delà de ses symptômes et de sa pathologie. Elle a alors proposé d'aller au-delà de la formulation habituelle What's the matter with you? Quel est votre problème de santé? En la complétant de celle-ci What matters to you? Qu'est-ce qui est important pour vous? L'ambition, c'était alors de sensibiliser les professionnels aux éléments importants dans la vie de leurs patients qui pourraient donner lieu à des plans de soins plus personnalisés. Alors, quand je parle de patients, hein, entendez bien usagers vraiment en général, parce que c'est un concept qui est déployé à la fois en établissement de santé et dans le secteur médico-social, hein. Donc, parfois, je peux dire patient, mais c'est vraiment aussi les personnes accompagnées. La Norvège a été le premier pays à formaliser et tester ce concept, et devant le succès rencontré, la décision a été prise de lancer une journée annuelle qui a toujours lieu maintenant le 6 juin. Et à ce jour, on compte des participations à cette journée internationale dans plus de 50 pays. Et un groupe international de coordination s'est formé en 2019 avec une première campagne francophone cette même année, à l'initiative de la Fédération des hôpitaux vaudois en Suisse et de la plateforme pour l'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des patients en Belgique. Un visuel a été créé et des outils mis à disposition que chacun est libre d'adapter pour une bonne appropriation nationale, régionale ou encore institutionnelle. Des animations sont proposées à cette occasion dans les établissements participants. Et d'ailleurs, voici les premiers résultats des campagnes menées à l'international, qui sont du côté des usagers une augmentation de l'adhésion thérapeutique, une relation de confiance qui se tisse et la satisfaction qui s'améliore. Les professionnels ont, quant à eux, ressenti un impact positif sur les relations avec la personne et ses proches. Cela a entraîné une réflexion sur la façon de prodiguer les soins et de les adapter. Et cet outil, c'est pour eux une aide pour être plus réceptifs aux besoins des patients, et cela leur permet de traiter la personne entière plutôt que les symptômes seuls. Donc, alors, quel est le principe? Donc, la méthode invite à mettre de côté les objectifs que le professionnel attribue à son patient, à la personne, et à quitter l'attitude consistant à croire qu'il sait ce qui compte pour elle, tout simplement en lui posant cette question. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, à quel moment peut-on avoir ce type d'échange? Il est capital quand la pathologie ou la perte d'autonomie commence à avoir un impact sur la qualité de vie ou lors de certaines annonces de diagnostic. Il est cependant possible à tout moment, et le but, c'est de l'intégrer aux soins quotidiens, par exemple lors d'une admission ou lors d'une consultation qui démarre un parcours de soins ou qui marque une transition dans ce parcours. À noter que cette intégration facilitera également les conversations ultérieures relatives à des directives anticipées. Donc la question peut être posée régulièrement au cours du parcours de soins, de l'accompagnement de la personne, et l'objectif des établissements qui ont testé le concept, c'est vraiment d'en faire une routine. Comment se déroule cet échange? La première phase consiste bien sûr à demander ce qui est important.
Alors, il n'est pas impératif d'utiliser la formulation «Qu'est-ce qui est important pour vous?» Elle peut être adaptée ou élargie. Et je vous lis quelques exemples et vous en aurez plus encore dans le support. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous pour présenter votre qualité de vie? Quel aspect non médical de votre vie pensez-vous que votre soignant ou l'équipe devrait connaître? Quelle est la chose que votre soignant vous demande de faire pour votre santé qui vous semble le plus difficile et celle qui vous aide à vous sentir mieux? Où trouvez-vous le plus de joie dans votre vie? Qu'est-ce qui compte le plus pour la suite, pour vous? Ou y a-t-il quelque chose qui vous empêche ou qui vous empêcherait de suivre ce plan de soins? Pendant que la personne s'exprime, il est essentiel de pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire écouter avec l'intention de comprendre et pas l'intention de répondre, ou du moins pas tout de suite. On se concentre sur ce qui est dit, en manifestant son attention, en encourageant l'expression et surtout en évitant tout jugement. Ensuite, il est bon de reformuler ce qui semble être l'essentiel et de demander sa validation à la personne en lui laissant toujours le temps de répondre. Il faut être là pour écouter et comprendre d'abord, répondre aux attentes vient ensuite. Donc justement, que fait-on des informations recueillies? Il est capital de prendre en compte ce que la personne a exprimé pour ajuster avec elle les objectifs et les modalités de ses soins ou de son accompagnement. Il s'agit de réfléchir à ce qui peut être mis en œuvre dans la mesure du possible, bien sûr, pour atteindre les buts qu'elle a énoncés, afin de lui apporter la meilleure qualité de vie possible, définie selon sa propre perspective. Ce qui est important pour la personne doit notamment guider et enrichir les informations délivrées par le professionnel sur les bénéfices et les risques d'un soin, afin que cette personne puisse faire ses choix de façon plus consciente. Il est dans la plupart des cas important d'avoir une discussion en équipe pour décider de ce qu'on fait de la réponse de la personne. Et de toute façon, il faut communiquer à l'équipe pluriprofessionnelle les éléments clés qui seront utiles à la compréhension de cette personne afin de co-construire avec elle son projet de soins ou projet personnalisé en vue d'une meilleure adhésion. Et au-delà d'une inscription dans le dossier de la personne, ce qui compte pour la personne peut être rappelé sur un tableau blanc placé près du lit. Les éléments essentiels peuvent être partagés avec l'équipe lors de réunions ou de briefings, et cela peut devenir un champ standard dans le document de transmission établi pour la sortie, par exemple. Qui est à l'initiative de cet échange? Tout professionnel peut prendre l'initiative de cette conversation, mais peut-être que tous les professionnels qui rencontreront la personne n'auront pas l'opportunité de lui poser cette question. Donc si la question a été posée, chacun doit pouvoir prendre connaissance de la réponse de l'usager, comme on vient juste de l'évoquer. Voyons quelles sont les informations le plus souvent recueillies. Les sujets évoqués par les personnes concernent principalement la bienveillance, le bien-être, la qualité des soins, le confort, l'écoute, le besoin d'information, encore le respect et la disponibilité. Un exemple cité dans l'article d'Anthony Staines, c'est celui d'une patiente qui souhaitait assister au mariage de sa petite fille, mais qui craignait de ne pas pouvoir le faire dans de bonnes conditions à cause de sa chimiothérapie. Le fait d'avoir cet échange avec son infirmier a permis d'adapter le calendrier de son traitement pour qu'elle réalise son souhait. On retrouve également des réponses du type «J'aimerais pouvoir respirer de l'air frais chaque jour. C'est important pour moi de ne pas avoir froid au bloc opératoire.» Ou encore «J'aimerais pouvoir manger une pizza au restaurant de l'EHPAD.» Donc vous voyez souvent des choses en fait assez simples. Donc pourquoi est-ce important d'avoir ce type d'échange? Personne ne veut être vu comme une maladie ou une liste de symptômes, mais plutôt comme un individu à part entière. Et cependant, certaines choses ne sont pas dites dans une consultation ou un entretien médical parce que la personne ne veut pas paraître idiote ou préoccupée par les mauvaises choses. Elle ne veut pas être un fardeau pour son soignant, elle ne veut pas sembler être quelqu'un de compliqué, elle ne veut pas être jugée. Ou encore, elle pense que si un des aspects de sa vie est important concernant sa situation, bah, le soignant va forcément demander. Ou elle pense que les recommandations du soignant sont les seules et les meilleures options. En posant cette question, on ouvre donc la porte à la personne pour aborder des sujets qu'elle n'aurait pas abordés spontanément. Il s'agit de lui permettre d'exprimer ses besoins, valeurs et préférences comme être humain à part entière et pas seulement comme un bénéficiaire de soins. En favorisant la confiance, l'empathie et des relations constructives, ces conversations visent à comprendre les personnes dans leur contexte de vie, à traduire leurs objectifs personnels en objectifs de soins pertinents. Les personnes sont ensuite plus enclines à partager spontanément leurs attentes ou leurs préoccupations si la question leur a été posée et que l'on a montré de l'écoute. On tend alors vers l'amélioration des résultats de soins.
Par ailleurs, améliorer les liens entre usagers et professionnels renforce le sentiment d'utilité de ces derniers, redonne du sens à leur travail et cela peut contribuer à réduire l'épuisement professionnel et le turnover. Cette question, c'est un premier acte de bienveillance qui apporte de l'humanité dans les soins de santé. De façon plus terre à terre, on peut encore ici faire le lien avec les référentiels de certification des établissements de santé. Avec le critère 1.06, le patient bénéficie d'une prise en charge bien traitance. 1.03, le patient bénéficie d'une prise en charge adaptée à ses besoins. Ou le référentiel d'évaluation des ESSMS et l'objectif 1.6, l'expression de la personne est recueillie tout au long de son accompagnement. Ou 1.10, la personne est actrice de la personnalisation de son projet d'accompagnement. Quels facteurs favorisent la mise en œuvre de ce programme, de cette démarche? Sans surprise, le soutien de la direction, pour ne pas dire l'impulsion de la direction et des encadrants, qui ne doivent pas également eux-mêmes hésiter à montrer l'exemple en demandant aux professionnels ce qui est important pour eux. Le projet doit être structuré, avec un pilote de projet, une équipe projet, des référents dans les services, un plan de mise en œuvre et des supports de communication. Avoir un ambassadeur de la démarche, avoir identifié un service, une équipe sensible à la démarche pour commencer petit et entraîner un effet boule de neige. Certains professionnels ont le sentiment de déjà pratiquer le concept au quotidien, particulièrement dans les disciplines dont le cœur de métier est de fournir des soins centrés sur le patient tels que les soins palliatifs. On peut solliciter ces professionnels comme ambassadeurs de la démarche, parce que parfois c'est lorsque les professionnels de santé entendent des témoignages de ce que leurs collègues découvrent au travers de cette démarche qu'ils en voient l'utilité pour l'institution et pour eux-mêmes. L'idéal aussi est de mettre en place une structure de sensibilisation et d'accompagnement des professionnels, d'intégrer le questionnement à la routine quotidienne pour qu'il ne soit pas perçu comme une tâche supplémentaire, d'adapter la question posée et le moment où elle est posée à votre contexte local, adapter pour adopter. Un partenariat usager déjà inscrit dans la culture institutionnelle est bien sûr facilitant, mais il faut bien commencer par quelque chose et cette démarche peut être un point de départ. Et le suivi des effets, un retour aux équipes, la valorisation du succès de la démarche sont des facteurs qui vont favoriser sa mise en application. Voyons maintenant les freins et les leviers de la démarche. La préoccupation principale, bien sûr, c'est le manque de temps et la crainte que la question ne débouche sur un trop long échange. Or, la recherche montre que les personnes ont généralement besoin de moins de 90 secondes pour exprimer leurs attentes ou préoccupations. Et de plus, on gagne du temps sur le long terme en construisant un partenariat soignant-soigné qui peut rendre les soins plus efficients. Il y a aussi l'appréhension de ne pas être en mesure de donner suite aux attentes de la personne. Il est important de rassurer les professionnels et d'indiquer que toutes les attentes exprimées, qui sont par ailleurs le plus souvent très accessibles, ne doivent pas nécessairement déboucher sur des solutions concrètes et encore moins immédiatement, puisque parfois la solution nécessite une coordination interprofessionnelle. Dans le cas d'attentes irréalistes, il s'agira alors d'en faire prendre conscience à la personne en lui apportant des informations complémentaires ou s'engager à en tenir compte le mieux possible. Il peut aussi arriver que le système de soins ait besoin d'être repensé pour que des attentes légitimes puissent être considérées, bien sûr. On trouve également la crainte de se trouver face à des débordements d'émotions et d'être mal à l'aise. Une attitude de respect reconnaissant l'émotion suffit souvent à la personne pour générer sa confiance. Une autre appréhension concerne la réaction des patients. Et si la question leur paraissait vague, étrange ou gênante, il ne faut pas hésiter à ajuster la question, à la mettre en relation avec un contexte, à diversifier les supports de recueil. Il y a une discussion, un tableau blanc, un formulaire, des post-it, des dessins. L'information en amont via un feuillet explicatif, invitant les usagers à exprimer spontanément ce qui compte pour eux, aide beaucoup aussi à ce sujet. En conclusion, les usagers sont les meilleurs experts de leurs besoins et expériences, et leur demander ce qui est important pour eux, les écouter et répondre à leurs préoccupations, c'est un élément clé des soins centrés sur la personne. Inverser la logique d'élaboration des soins et des accompagnements et concevoir ceci à partir de ce qui est important pour l'usager plutôt que de ce que le professionnel a appris à fournir, c'est donner plus de pouvoir à la personne. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à expérimenter la portée de cette question? En fait, on vous propose d'essayer avec 3 de vos patients ou des personnes que vous accompagnez. Notez d'abord ce que vous pensez qu'ils considèrent comme important, posez-leur ensuite la question et comparez les résultats, vous serez probablement surpris. On va pouvoir passer à la dernière partie de ce webinaire avec une invitée qui nous vient de Suède.
et que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu à l'occasion de la journée régionale de Calva en juin 2025, puisqu'on avait déjà recueilli son expérience sur différents sujets en lien avec l'expérience patient. Et on avait été interpellé par les ICE Questions, en fait, qui nous avaient beaucoup rappelé ce principe de qu'est-ce qui est important pour vous, avec toutefois des distinctions. Et donc, on a proposé au docteur Margareta Danelius de nous rejoindre sur cette web rencontre pour nous en dire un peu plus que ce qui avait été évoqué à la journée régionale sur ces fameuses ICE Questions. Donc, merci Margareta d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser allumer votre micro, c'est déjà fait. Et donc, bienvenue parmi nous. Et encore Merci merci. beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. Et comme vous le dites, c'est vraiment une méthode très pareille de What Matters to You. Bah justement, donc votre présence va vous permettre d'avoir plutôt un retour du terrain sur ce concept. Et la première question qu'on voulait vous poser, c'est quelles questions sont posées à vos patients et à quel moment de leur prise en charge? Oui, alors il s'agit de trois questions. En anglais, c'est les ICE questions, Ideas, Concerns and Expectations. Et je pense en français que ça se traduit à idées, préoccupations et attentes. Et ces trois questions pour pousser aux patients au début de chaque consultation. Ça peut être dans les soins primaires, dans la clinique, dans les hôpitaux. Ça marche pour toutes les consultations, je pense. Et est-ce que c'est proposé pour un profil de patient particulier? Euh, non, ça marche pour tous les patients. Bien sûr, si c'est des enfants ou des personnes avec des défis cognitifs, peut-être il faut aussi euh, poser les questions aux proches, mais autrement de ça, je pense que ça marche pour tous. D'accord. Et donc, depuis quand vous avez mis en place ces X Questions? Alors, le concept de ICE, ça ne vient pas de Capio Suède, ça ne vient pas de Ramsay Santé, ça vient euh, de Royaume-Uni, en effet. Et ça s'inscrit au cadre de soins centrés sur le patient. Et ça a commencé déjà aux années 1980. Et c'est des collègues britanniques à St. George's Hospital à Londres qu'il a commencé dans la formation des médecins pour améliorer les consultations. En Suède, on l'a utilisé plus ou moins. On l'utilise depuis longtemps, mais c'est quand on a déployé les soins médicaux numériques, quand on a commencé, lorsqu'on a commencé de le faire plus systématique. Il s'agit des consultations numériques en texto ou en visio et toutes ces consultations commencent avec un questionnaire pour le patient à remplir. Et les questionnaires sont spécifiques pour la maladie ou la symptomatologie, mais tous les questionnaires ont aussi ces trois questions. Et ça, euh, le patient peut le faire avant la consultation, très, très tranquillement. Et alors, ça, c'est une base très empathique et très structurée pour le dialogue qui, je pense, donne une relation, une compréhension mutuelle. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour le mettre en place? Pourquoi est-ce que ça a été mis en place initialement? Ça a été mis en place pour faire des consultations efficaces en ligne, mais on a trouvé que ça a vraiment donné la possibilité des interactions plus humanitaires, plus empathiques,
ça a un peu changé la culture. Et quand les médecins se sont adaptés, ils ont dit que on veut faire ça aussi dans les consultations en présentiel. Et alors, on peut le faire aussi avec des questionnaires pour les patients de remplir à la maison ou dans la salle d'attente. Mais bien sûr, on peut aussi pousser les questions dans les consultations. Bah, vous l'avez déjà un peu dit, mais donc les supports pour le recueil, donc c'est plutôt des outils numériques, c'est ça? Oui, ça peut être des outils numériques, mais bien sûr aussi des papiers, et aussi seulement se souvenir de ces trois questions. Je pense que l'acronyme le fait un peu plus facile que seulement What matters to you. C'est un peu plus spécifique, mais c'est la même chose. Et donc comment les réponses à ces questionnaires sont-elles prises en compte? Euh, comme vous l'avez dit dans la présentation de What Matters to You, les médecins ont été un peu hésitants. Ils ont dit que ça prend trop de temps et peut-être que on a aussi un peu peur des attentes qu'on ne peut pas répondre. Mais quand on s'est adapté, on l'a vraiment aimé. Il y a toujours des médecins qui peut-être n'aiment pas trop l'équilibrité avec le patient. J'ai un patient qui dit il faut que le médecin change from God to guide, de Dieu à guide. Et ça, c'est une chose culturelle qui, je pense, vient, mais peut-être tous les médecins n'aiment pas trop maintenant. Et les réponses, est-ce qu'elles sont partagées entre professionnels et si oui, de quelle façon? Oui, on les met dans le dossier de patient et quant aux soins numériques, ça se fait en automatique. Et alors, toute l'équipe peut lire les réponses et alors on peut répondre dans toute l'équipe. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce qui est mis en place pendant la consultation en conséquence de la réponse à un questionnaire? Oui, un exemple très simple, c'est si un patient vient parce qu'il a mal de gorge et peut-être il écrit ou il dit qu'il pense qu'il a une infection, il a peur parce que ça fait mal et il s'attend un traitement avec des antibiotiques. Ça c'est une consultation très, très simple. Mais si le patient dit qu'il a peur que c'est un cancer ou que c'est du à sida ou que il a peur des bactéries multirésistantes, euh, le dialogue devient complètement différent. Aussi, on a des patients peut-être qui disent qu'ils veulent vraiment éviter les antibiotiques et ils fait la consultation seulement pour savoir s'il peut attendre un peu plus, quelques jours plus, sans prendre des risques. Et ça affecte aussi le dialogue et la consultation beaucoup. Donc, bah, pour terminer, quel bilan faites-vous de l'utilisation des ICE Questions depuis qu'elles ont été mises en place? Et on sait que les questionnaires aux patients sur la bien-traitance, c'est vraiment apprécié par les patients. Et on a aussi l'expérience que ça donne vraiment des consultations plus efficaces parce qu'on a une base mutuelle et ça facilite vraiment les consultations. D'accord. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Margaretha dans le chat ou vous pouvez aussi rallumer vos micros si vous avez
Si vous avez des questions, bien sûr. Oui, moi j'en ai une. Bonjour. Dans la présentation, il était indiqué qu'une des peurs, c'était que cela prenne beaucoup de temps et que les études indiquent que finalement, ça ne prendrait pas plus de 90 secondes. Vous qui en avez l'habitude, est-ce que vous constatez également que cela ne prend pas beaucoup de temps? Oui, moi, je travaille vraiment aussi dans les soins primaires et je travaille aussi avec Médecins sans frontières dans des autres cultures. Et mon expérience personnelle, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps et ça rend les consultations beaucoup plus faciles pour moi. Et peut-être de plus dans le contexte de Médecins sans frontières, quand je suis dans une culture que je ne connais pas très bien, et ça m'aide vraiment. Pour vous, la plus grande différence entre l'avant et l'après utilisation des ICE questions, ce serait quoi? Si vous deviez faire un résumé, alors je sais que ma question est franchement pas évidente, mais euh, comment vous vendriez le projet en fait à ceux qui ne sont pas dedans? Pour vous, quelle est la plus grande efficacité ou ce qui ressort le mieux de changement de l'utilisation de ces questions? Je pense que c'est peut-être que c'est vraiment structuré parce que je pense que tous les médecins pensent à ça d'une manière ou une autre, mais on pense peut-être on essaie de comprendre les besoins du patient, de ce que le patient dit. On le fait dans la consultation de temps en temps, de plus ou moins, mais que ça, de commencer avec ça, et surtout si le patient a le temps de réfléchir avant de répondre, si le patient le fait avant la consultation. Je pense que c'est la structure qui fait vraiment la différence.